Ma conception personnelle du soin, c'est que le soin, c'est incompatible avec une relation de pouvoir ou de hiérarchie. Entre le soignant et le soigné, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de hiérarchie. S'il y a du pouvoir et de hiérarchie, il n'y a pas de soin. Pourquoi? Parce que le soin, c'est une sorte de contrat qui se passe entre une personne qui a besoin de soins et une personne qui peut donner des soins. Ce contrat, c'est un contrat inconditionnel, c'est-à-dire si le soignant est disponible, son obligation morale et professionnelle, c'est de soigner. Il doit le faire sans condition. Et en particulier, il doit le faire selon les termes de la personne qu'il soigne. Par conséquent, les termes de la personne qui soigne, le plus souvent, c'est « je voudrais savoir ce que j'ai, je voudrais savoir ce que vous allez me faire, je voudrais savoir si c'est grave, je voudrais pouvoir vous dire de vous arrêter, de continuer. » Donc, ça nécessite inévitablement une communication dans les deux sens. Le soignant, il doit expliquer ce qu'il fait, il doit aussi se préoccuper de savoir ce que le patient veut, il doit d'abord se préoccuper de savoir ce que le patient veut, et puis le soigner, il doit pouvoir s'exprimer, et il y a une exigence, à mon avis éthique, et une exigence professionnelle de base, c'est que c'est au soignant de se mettre au niveau de communication du soigné, et pas l'inverse. C'est-à-dire que si la personne me dit qu'elle ne comprend pas, je dois tout faire, moi, en tant que soignant, pour lui donner les explications qui vont lui permettre de comprendre. Ça veut dire quoi comprendre? Ça veut dire avoir une représentation qui soit compatible avec ses propres représentations intérieures, pouvoir les utiliser, pouvoir me les renvoyer à moi, le soignant, et pouvoir les transmettre à quelqu'un d'autre de façon satisfaisante. C'est-à-dire que le soigné doit être content de la manière dont on lui a expliqué les choses. Il doit partir rassuré, rasséréné, éclairé, armé pour prendre des décisions et n'avoir aucune ambivalence par rapport à ce qu'on lui a dit. Il peut avoir encore des ambivalences et des doutes sur ce qui lui arrive, ça bien sûr, mais sur ce qu'on lui a dit, il ne doit pas y avoir d'ambivalence. Donc, tout soin passe par une action de communication réciproque. Je dirais même qu'il ne peut pas y avoir de soin sans communication. On ne peut pas soigner si on ne communique pas d'une façon ou d'une autre avec la personne qu'on soigne. Ça peut être très compliqué si on a affaire à quelqu'un qui ne parle pas, par exemple, si on a affaire à quelqu'un qui n'entend pas, si on a affaire à quelqu'un qui est dans le coma. Mais il y a plein de manières de communiquer et en tout cas de respecter la personne qui est en face de soi. C'est aussi une forme de communication, le respect. Hein, c'est aussi une des conditions de la communication. Donc la communication en santé, elle est intrinsèque à l'action de soin. Il n'y a pas de soin sans communication. Si on a affaire à une personne dans le coma, il faut communiquer avec la famille, parce qu'ils sont autour. Donc on soigne la famille en communiquant. Ce n'est pas eux qu'on soigne directement par les soins, mais on les soigne en leur disant, en leur expliquant, en répondant à leurs questions, en les rassurant, etc. On sait par exemple qu'en médecine vétérinaire, les vétérinaires vous disent que quand on soigne un animal de compagnie, on sait que si on ne s'occupe pas de l'angoisse du propriétaire, on ne règle pas le problème du patient qui est le chien, le chat, la vache, peu importe. Il faut soigner le propriétaire, il faut s'inquiéter, il faut se préoccuper de l'inquiétude du propriétaire. Parce qu'il y a une empathie entre les deux. Donc, on ne voit pas comment ça pourrait ne pas être identique. C'est la même chose quand on est en pédiatrie avec un nourrisson. Si on ne s'occupe pas des inquiétudes de la mère, j'ai lu là, il n'y a pas très longtemps un texte où une femme racontait une consultation horrible avec une gamine de 2 ou 3 ans où le médecin a dit à la mère « écartez-vous », prend la gamine à bout de bras et puis il essaye de lui mettre un truc dans la bouche pour regarder sa gorge. Je veux dire, moi ça fait 30 ans que je sais que non, ça ne marche pas, ça ne marche juste pas ce truc-là. Mais lui, il n'a toujours pas compris, le gars. Alors 30 ans plus tard, donc ça veut dire que déjà ce praticien-là n'a pas intégré la notion de communication en pédiatrie avec les parents. J'ai fait beaucoup de consultations en santé des femmes. Et je voyais avec stupéfaction les femmes entrer et commencer à se déshabiller. Je disais, attendez mesdames, asseyez-vous d'abord qu'on cause, parce que peut-être que ce n'est pas nécessaire que je vous examine. Ce n'est pas toujours nécessaire d'examiner quelqu'un. D'abord on cause. Mais elles avaient appris chez les médecins qu'elles allaient voir avant que la première chose qu'il fallait faire, c'était se déshabiller, s'allonger sur la table, les examiner. Après, peut-être, il aurait peut-être 15 secondes pour écouter une question. Non, moi, je trouvais que la première façon de soigner les gens, c'est d'écouter ce qu'ils ont à dire, et puis de voir s'il y a
parce qu'il peut ne pas y avoir de problème de santé. Ça peut être, je vais être rassuré, mais il n'y a pas de problème de santé. Donc oui, ça fait partie de la santé, c'est inévitable. Et puis il y a une dernière dimension, c'est que tout ce qui concerne la médecine, la santé, les techniques biomédicales, c'est du savoir, et que les professionnels de santé ont l'obligation morale de partager ce savoir avec les autres. Parce que leur métier fait d'eux des privilégiés pour des tas de raisons, mais le savoir ne doit en aucun cas être une position privée qu'ils retiennent et qu'ils ne donnent pas aux autres. Ils sont dans l'obligation morale de partager ce qu'ils savent.